Uranus semblait morte. Pendant des décennies, chaque télescope braqué vers la septième planète renvoyait la même image. Une boule bleu-vert sans relief, dérivant en silence dans le système solaire extérieur. Pas de tempête, pas de détails, pas le moindre spectacle. Les scientifiques la traitaient comme la planète ennuyeuse, celle qu'on évite dans les documentaires. Puis, en 2023, le télescope spatial James Webb a pointé son miroir doré vers ce monde gelé et a capturé quelque chose que personne n'attendait. Des anneaux qui étaient invisibles se sont soudain embrasés de détails. Une calotte polaire lumineuse a révélé des structures météorologiques qu'aucun modèle n'avait prédites. Et lorsque les astronomes ont cartographié son atmosphère supérieure en 3 dimensions pour la première fois, ils ont découvert des aurores tordues par le champ magnétique le plus étrange du système solaire. Et une planète qui se refroidit mystérieusement depuis 3 décennies sans que personne ne sache pourquoi. Uranus n'a jamais été morte. C'est nous qui étions aveugles. Il existe une planète dans notre système solaire que la plupart des gens oublient. Elle se trouve à près de 3 milliards de kilomètres du Soleil, enfermée dans une orbite lente et glacée qui met 84 ans terrestres à se compléter. Elle n'a pas de grandes taches rouges comme Jupiter, pas d'anneaux spectaculaires comme Saturne, pas de désert couleur rouille comme Mars. Lorsque la sonde la plus avancée jamais envoyée dans le système solaire extérieur l'a survolée en 1986, ses caméras ont renvoyé des images de ce qui semblait être une bille bleu-vert parfaitement lisse. Pas de tempête, pas de bande, pas le moindre détail visible. Les scientifiques ont regardé ces images et ont pratiquement haussé les épaules. Uranus est devenue la planète qu'on saute dans le documentaire, celle que les professeurs survolent sur l'affiche. L'arrière-pensée cosmique qui existe quelque part dans le noir entre Saturne et Neptune, apparemment sans rien faire. Cette réputation a persisté pendant près de 4 décennies. Elle était presque entièrement fausse. Pour comprendre pourquoi Uranus a été si profondément mal comprise, il faut d'abord comprendre quel genre de monde elle est réellement. Uranus est la 7e planète depuis le Soleil. Elle est classée comme une géante de glace, une catégorie qu'elle partage uniquement avec sa voisine Neptune. L'expression « géante de glace » est quelque peu trompeuse. Elle ne signifie pas que la planète est une boule de glace solide. Elle signifie que la composition principale de la planète est dominée par des composés volatiles plus lourds, de l'eau, de l'ammoniac et du méthane, existant sous des pressions et des températures extrêmes, dans des états qui ne correspondent à rien dans l'expérience humaine quotidienne. Au plus profond d'Uranus, les molécules d'eau peuvent être comprimées en un étrange fluide électriquement conducteur. Le méthane peut être écrasé si fort qu'il libère des atomes de carbone, qui pourraient se comprimer en diamants tombant à travers l'intérieur comme de la grêle traversant une fournaise. Le terme glace en sciences planétaires ne fait pas référence à la température, mais à la composition. Ce sont des mondes construits à partir de substances plus lourdes que l'hydrogène et l'hélium, qui dominent Jupiter et Saturne. Et cette différence chimique en fait des types de planètes fondamentalement différents. Uranus est grande selon toute mesure humaine. Son diamètre s'étend sur environ 50 000 km, ce qui la rend environ 4 fois plus large que la Terre. Si Uranus était creuse, on pourrait y faire tenir environ 63 terres.
Sa masse est environ 14,5 fois celle de la Terre. Malgré cette taille, elle est la moins dense des planètes géantes après Saturne. Un indice que son intérieur contient de grandes quantités de matériaux glacés plus légers, plutôt que les noyaux d'hydrogène métallique qui rendent Jupiter et Saturne si massives. La gravité de surface sur Uranus, si on pouvait se tenir au sommet de ces nuages, serait d'environ 89% de ce qu'on ressent sur Terre. On pèserait légèrement moins là-bas qu'ici, debout au bord d'un abîme de gaz tourbillonnant et de fluides comprimés sur des milliers de kilomètres de profondeur, sans le moindre sol solide en dessous, à quelque profondeur que ce soit. Mais la caractéristique la plus définissante d'Uranus, la caractéristique qui la rend différente de toute autre planète du système solaire, est son inclinaison axiale. Chaque planète tourne sur un axe, une ligne imaginaire passant par les pôles nord et sud. L'axe de la Terre est incliné d'environ 23,5 degrés par rapport à la verticale, relative au plan de son orbite. C'est cette modeste inclinaison qui nous donne les saisons. L'axe de Jupiter n'est incliné que d'environ 3 degrés, donc il n'a pratiquement pas de saison. Uranus est incliné à 97,77 degrés. Elle est essentiellement allongée sur le côté. Certains astronomes la décrivent comme roulant autour de son orbite, comme une boule avec ses pôles pointant alternativement presque directement vers le Soleil, puis dans la direction opposée. Aucune autre planète ne fait cela. L'hypothèse principale est que quelque part pendant la période chaotique initiale de formation du système solaire, il y a environ 3 à 4 milliards d'années, une protoplanète de la taille de la Terre a percuté Uranus avec une force suffisante pour la faire basculer sur le côté. Cet unique impact catastrophique a peut-être défini presque tout ce qui est étrange dans ce monde. Son inclinaison, sa rotation rétrograde, sa distribution interne de chaleur particulière et peut-être même le décalage extrême de son champ magnétique. Pour saisir l'échelle de violence impliquée, il faut essayer de visualiser ce que représente un tel impact. La protoplanète percutante, de la taille de la Terre, possédait elle-même une masse de plusieurs milliards de tonnes. Elle s'est déplacée à des dizaines de kilomètres par seconde au moment du contact, libérant en quelques minutes une énergie équivalente à des milliards de fois la production annuelle totale du Soleil. La surface d'Uranus à l'endroit de l'impact aurait été instantanément vaporisée. Des ondes de choc se seraient propagées à travers l'intérieur entier de la planète. Du matériel aurait été éjecté dans l'espace, formant peut-être les anneaux et contribuant à la composition des lunes. L'axe de rotation de la planète, autrefois peut-être dressé verticalement comme celui de Jupiter, aurait basculé dans les heures ou les jours suivant la collision, déstabilisé de façon permanente. Il est remarquable que dans notre système solaire, qui est habituellement présenté comme un lieu d'harmonie orbitale et de stabilité, de tels événements catastrophiques aient pu sculpter si profondément la nature d'un monde entier. Uranus porte encore aujourd'hui les cicatrices de cette rencontre ancienne. Les conséquences de cette inclinaison sont extraordinaires. Alors qu'Uranus orbite autour du Soleil, une fois tous les 84 ans terrestres, chaque pôle passe environ 42 ans, incliné vers le Soleil en plein jour continu, suivi de 42 ans face au vide en obscurité totale. Près du solstice, un pôle fixe directement le Soleil, tandis que l'autre fait face au vide noir de l'espace profond.
La région équatoriale reçoit alors la lumière du Soleil sous un angle extrême, presque comme un crépuscule qui dure des décennies. Puis, quand la planète se déplace dans son orbite vers l'équinoxe, la géométrie change de sorte que l'équateur fait face au Soleil et que les deux pôles reçoivent approximativement la même illumination. Ce ne sont pas de subtiles variations saisonnières comme celles que connaît la Terre. Ce sont les saisons les plus extrêmes de toute planète du système solaire. Des cycles de chauffage et de refroidissement qui se déroulent sur des durées équivalentes à des vies humaines, remodelant la circulation atmosphérique sur des échelles de temps que nous avons à peine commencé à observer. C'est l'un des problèmes fondamentaux avec l'étude d'Uranus. Nous n'avons jamais observé une saison uranienne complète avec des instruments modernes. La planète a été découverte le 13 mars 1781 par l'astronome William Herschel, un musicien d'origine allemande devenu constructeur de télescopes vivant à Bath, en Angleterre. Herschel ne cherchait pas de planète cette nuit-là. Il effectuait un relevé systématique du ciel, cataloguant des étoiles doubles et des nébuleuses à l'aide d'un télescope réfléchissant fait maison dont il avait taillé et poli lui-même le miroir. Lorsqu'il a pointé son instrument vers la constellation des Gémeaux, il a remarqué un objet qui n'avait pas l'air tout à fait correct. Ce n'était pas un point lumineux net comme les étoiles environnantes. Il apparaissait comme un petit disque, légèrement flou sur les bords. Il faut s'arrêter un instant sur ce détail. Herschel a reconnu quelque chose d'inhabituel, non pas grâce à un instrument révolutionnaire, mais grâce à la qualité de son attention. Il avait fabriqué son télescope de ses propres mains. Il connaissait chaque imperfection de ses lentilles, chaque limite de son miroir. C'est précisément parce qu'il connaissait si bien son instrument qu'il a reconnu que ce point légèrement flou ne correspondait pas au comportement normal d'une étoile. Et pourtant, même avec cette attention exceptionnelle, Herschel avait observé cet objet lors de sessions précédentes sans en noter la nature particulière. La planète la plus extérieure du système solaire se cachait dans les données de ses carnets d'observation, attendant simplement qu'il prête suffisamment d'attention à une nuit particulière de mars 1781 pour déclencher la question décisive. Qu'est-ce que c'est? Cette question, posée dans l'obscurité d'un jardin de Bath, devant un télescope artisanal, a doublé la taille connue du système solaire. Herschel l'a d'abord enregistrée comme une comète et a signalé la découverte à la Royal Society. Au cours des semaines suivantes, d'autres astronomes ont suivi le mouvement de l'objet et tenté de calculer une orbite cométaire. Les calculs ne fonctionnaient pas. Les comètes voyagent sur des trajectoires elliptiques très excentriques. Cet objet se déplaçait sur une orbite presque circulaire, bien au-delà de Saturne. Ce n'était pas une comète, c'était une planète, la première découverte, à l'aide d'un télescope. La première, trouvée depuis que les civilisations antiques avaient identifié Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne des millénaires plus tôt. Herschel a proposé de la nommer Georgium Sidus, l'étoile de George, en l'honneur du roi George III d'Angleterre. La communauté astronomique internationale a décliné cette suggestion. L'astronome allemand Johann Elert Bode a proposé de nommer le Nouveau Monde d'après le dieu grec du ciel Ouranos, père de Chronos, qui était le père de Zeus, maintenant ainsi la lignée mythologique des noms planétaires existants. La version latinisée Uranus a finalement prévalu,
bien qu'il ait fallu des décennies pour que ce nom soit universellement accepté. La découverte a doublé la taille connue du système solaire du jour au lendemain. Saturne avait été la planète la plus éloignée connue pendant toute l'histoire humaine enregistrée. Soudainement, il y avait un autre monde au-delà, orbitant dans l'obscurité froide, à une distance qui mettait à l'épreuve l'imagination des astronomes du XVIIIe siècle. Pourtant, même après sa découverte, Uranus est restée obstinément mystérieuse. Elle était trop loin et trop faible pour que les télescopes de l'époque révèlent des détails de surface. Pendant plus de 2 siècles, après que Herschel l'ait repérée dans son réflecteur fait maison, Uranus n'était guère plus qu'un point pâle dans l'oculaire. Un monde dont l'existence était confirmée, mais dont la nature était presque entièrement inconnue. Depuis ce moment, Uranus a complété moins de 3 orbites complètes autour du Soleil. Nous avons eu des télescopes capables de résoudre des détails atmosphériques pendant moins d'une de ces orbites. Nous essayons de comprendre une planète dont la météo change sur des échelles de temps de décennies en utilisant des observations qui couvrent au mieux quelques années à la fois. C'est comme essayer de comprendre le climat de la Terre en regardant par la fenêtre pendant 30 secondes. Et même pendant ces brèves fenêtres d'observation, Uranus a été désespérément difficile à voir. La raison commence par la distance. À sa plus grande proximité de la Terre, Uranus est encore à environ 2,7 milliards de kilomètres. À sa plus grande distance, elle est à presque 3 milliards de kilomètres. La lumière du Soleil met environ 2 heures et 40 minutes pour atteindre Uranus, contre environ 8 minutes pour atteindre la Terre. Cette distance énorme signifie qu'Uranus apparaît incroyablement petite et faible dans les télescopes. À travers un modeste télescope de jardin, elle ressemble à un minuscule point pâle, à peine distinguishable d'une étoile. Même à travers les plus grands télescopes professionnels au sol, le disque de la planète est petit et la turbulence atmosphérique efface l'image, effaçant les détails fins. Les systèmes d'optique adaptative, qui utilisent des miroirs déformables pour contrecarrer la distorsion atmosphérique en temps réel, ont énormément aidé. L'observatoire Keck à Hawaï a capturé quelques images utiles d'Uranus en utilisant cette technologie. Mais la résolution reste limitée par rapport à ce que peuvent fournir des observations à courte portée depuis une sonde. Le télescope spatial Hubble, en orbite au-dessus de l'atmosphère terrestre, a offert une amélioration majeure. Hubble a observé Uranus à plusieurs reprises sur une période de plus de 20 ans, suivant les changements saisonniers dans les hases polaires et capturant de temps en temps des caractéristiques de nuages brillants. Ces observations ont révélé qu'Uranus n'est pas aussi sans caractéristiques que Voyager 2 le suggérait. Bien que l'extraction de détails depuis une cible aussi distante ait nécessité une patience mesurée en années. Au début des années 2000, alors qu'Uranus approchait de son équinoxe en 2007, Hubble a commencé à détecter pour la première fois, depuis l'orbite terrestre, des caractéristiques brillantes dans l'atmosphère de la planète. À mesure que l'équinoxe arrivait et que le Soleil illuminait directement l'équateur de la planète pour la première fois en plusieurs décennies, la météo s'est intensifiée. Des tempêtes sont apparues à plusieurs latitudes. Une tache sombre, rappelant la grande tache sombre de Neptune observée par Voyager 2 en 1989, a été détectée dans l'atmosphère d'Uranus
en 2006, fournissant la première preuve qu'Uranus pouvait produire les structures tourbillonnaires à grande échelle commune sur d'autres planètes géantes. Les observations de Hubble ont peint un tableau d'une planète avec une véritable dynamique atmosphérique, une variabilité saisonnière et des asymétries hémisphériques évoluant sur des échelles de temps de plusieurs années à plusieurs décennies. Mais elles ont également mis en évidence les limites de ce qui pouvait être réalisé sans une capacité infrarouge plus profonde. Hubble fonctionne principalement dans les longueurs d'onde visibles et proches ultraviolets. Il peut voir les couches supérieures de nuages et la brume de méthane, mais il ne peut pas regarder profondément dans l'atmosphère, ni résoudre le système d'anneaux faibles avec le type de clarté nécessaire pour vraiment comprendre la planète. Pour cela, il faut de l'infrarouge, un infrarouge spatial profond et sensible. Et pendant des décennies, aucun tel instrument n'existait avec une puissance suffisante pour révéler ce qu'Uranus cachait. Il y a une autre raison pour laquelle Uranus est resté si mal comprise, si longtemps. Ses caractéristiques les plus dramatiques sont presque invisibles. En 1977, des astronomes utilisaient l'observatoire aéroporté Kuiper, un télescope monté à l'intérieur d'un avion cargo modifié volant au-dessus de la majeure partie de l'atmosphère terrestre, pour observer Uranus alors qu'elle passait devant une étoile distante. La technique s'appelle occultation stellaire et permet aux astronomes d'étudier l'atmosphère d'une planète en observant comment la lumière d'une étoile diminue et vacille en passant à travers le gaz. Ce que personne n'attendait, c'était ce qui s'est passé avant et après que l'étoile disparaisse derrière la planète elle-même. La lumière stellaire a clignoté 5 fois avant que la planète ne la bloque et 5 fois après, dans un motif parfaitement symétrique. Quelque chose orbitait Uranus dans de minces bandes, bloquant brièvement la lumière stellaire au passage. Uranus avait des anneaux. 5 ont été confirmés lors de cette première observation, et des études d'occultation ultérieures au cours des années suivantes ont porté le total à 9. Tous étaient minces, sombres et composés de particules si peu réfléchissantes qu'aucun télescope ne les avait jamais vus directement. Contrairement aux anneaux larges, brillants et glacés de Saturne qui s'annoncent pratiquement depuis l'autre bout du système solaire, les anneaux uraniens sont étroits et sombres, faits d'un matériau qui absorbe la plupart de la lumière qui le frappe. Ils étaient invisibles sur toutes les photographies jamais prises de la planète. Seule la méthode indirecte d'observation d'une étoile, s'éteindre derrière eux, a révélé leur existence. Cette découverte laissait entrevoir une vérité plus large sur Uranus qui prendrait des décennies à pleinement apprécier. La planète n'était pas sans caractéristiques. Ces caractéristiques étaient simplement trop faibles, trop sombres et trop loin pour que les instruments existants puissent les détecter. Ainsi, pendant la majeure partie de son histoire moderne, notre compréhension d'Uranus a reposé sur un seul événement, un seul survol, une seule sonde, 6 heures. Le 24 janvier 1986, la sonde Voyager 2 de la NASA est passée à environ 80 000 km au-dessus des couches nuageuses d'Uranus. C'était le point culminant d'une trajectoire de grand tour qui avait déjà conduit la sonde près de Jupiter en 1979 et de Saturne en 1981. La rencontre fut brève, mais productive.
Voyager 2 a découvert 10 lunes auparavant inconnues, portant le total à l'époque à 15. Elle a trouvé 2 anneaux supplémentaires. Elle a mesuré les vitesses du vent, la composition atmosphérique et la température de l'atmosphère supérieure qui était d'environ moins 215 degrés Celsius, faisant d'Uranus l'atmosphère planétaire la plus froide du système solaire. Il faut s'arrêter un instant pour apprécier ce que représentait réellement ce survol. Voyager 2 avait été lancé en août 1977, presque 9 ans avant l'arrivée à Uranus. Pendant toutes ces années, elle avait voyagé à travers le vide interplanétaire, guidée par des calculs de trajectoire réalisés à une époque où les ordinateurs personnels n'existaient pas encore et où les calculatrices scientifiques étaient des objets précieux. Les ingénieurs de Pasadena, en Californie, envoyaient des commandes dont l'écho ne revenait qu'au bout de plusieurs heures. Chaque manœuvre devait être planifiée des semaines à l'avance, sans la moindre possibilité de correction en temps réel. Et pourtant, la sonde avait navigué avec une précision remarquable jusqu'à ce point précis de l'espace, à presque 3 milliards de kilomètres de la Terre, pour ne disposer que de 6 heures pour observer un monde que l'humanité n'avait jamais approché. 6 heures pour 2 siècles d'ignorance. Ce que Voyager 2 a accompli dans cette fenêtre étroite reste l'un des exploits les plus extraordinaires de l'exploration spatiale. Mais la découverte la plus surprenante était le champ magnétique. Le champ magnétique de la Terre est généré par des courants convectifs de fer liquide dans le noyau externe. Il s'aligne approximativement avec l'axe de rotation de la planète, c'est pourquoi les aiguilles de boussole pointent approximativement vers les pôles géographiques. Jupiter et Saturne suivent des schémas similaires, avec des champs magnétiques grossièrement alignés sur leur axe de rotation. Uranus a complètement brisé le schéma. Voyager 2 a constaté que le champ magnétique uranien est incliné de près de 60 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète et décalé du centre géométrique de la planète d'environ 1/3 du rayon de la planète. Cela signifie que le champ magnétique n'émerge pas symétriquement du noyau. Il est déséquilibré, biaisé, et tandis que la planète tourne toutes les 17 heures, la magnétosphère entière oscille dans l'espace comme un ballon de rugby mal lancé. Les scientifiques n'avaient jamais rien vu de tel. Les modèles alors en vigueur pour la génération de champs magnétiques planétaires ne pouvaient pas facilement expliquer comment une telle configuration pouvait exister. Les lunes se sont avérées tout aussi surprenantes. Voyager 2 a renvoyé des images détaillées des 5 principaux satellites uraniens et la plus petite d'entre eux a volé la vedette. Miranda, à peine 500 km de diamètre, une lune si petite qu'elle aurait dû être une boule géologiquement morte de glace et de roc, affichait l'un des paysages les plus tourmentés du système solaire. D'énormes canyons traversaient sa surface, certains d'entre eux profonds de 20 km, plus de 10 fois la profondeur du Grand Canyon sur Terre. De vastes régions appelées coronae présentaient des crêtes et des dépressions concentriques qui ressemblaient à des pistes de course gravées dans la glace. Des terrains fracturés d'âge et de textures radicalement différents se côtoyaient comme si la Lune avait été assemblée à partir de pièces disparates. Voyager 2 a également observé quelque chose de profondément déconcertant à propos du contenu de la magnétosphère. À l'intérieur de la bulle magnétique entourant la planète,
la sonde a détecté des ceintures de radiation intense, mais le reste de la magnétosphère était presque dépourvu de plasma, les particules chargées chaudes qui remplissent généralement les champs magnétiques planétaires. C'était étrange, parce que les 5 principales lunes uraniennes recouvertes de glace auraient dû produire des ions d'eau par interaction avec le rayonnement et les impacts de micrométéorites, tout comme le font les lunes glacées de Jupiter et Saturne. Les scientifiques ont conclu à l'époque que les lunes devaient être géologiquement inertes. Uranus a gagné une autre marque dans la colonne ennuyeux. Puis en 2024, une étude publiée dans la revue Nature Astronomy par Jaime Jasinski, du laboratoire de propulsion à réaction de la NASA, a révélé quelque chose qui a réécrit toute l'histoire. En réanalysant soigneusement les données originales du magnétomètre de Voyager 2, traçant de nouveaux points de données toutes les 1,92 secondes, au lieu des moyennes plus larges utilisées dans l'analyse originale, Jasinski et son équipe ont découvert qu'Uranus avait été frappé par une intense rafale de vent solaire dans les jours précédant l'arrivée de Voyager 2. Cet événement de vent solaire a dramatiquement comprimé la magnétosphère de la planète, la poussant vers l'intérieur, expulsant le plasma du système et surchargeant les ceintures de radiation avec des électrons énergisés. La sonde était arrivée dans des conditions qui ne se produisent qu'environ 4% du temps. C'était une coïncidence cosmique du pire genre possible pour la science. Presque tout ce que Voyager 2 a mesuré sur l'environnement magnétosphérique était influencé par cet événement anormal. Le plasma manquant, les ceintures de radiation inopinément intenses, la conclusion que les lunes étaient inertes, tout cela était potentiellement une conséquence de la compression du vent solaire plutôt que l'état normal du système uranien. Cette révélation portait une implication supplémentaire qui a enthousiasmé les astrobiologistes. Si le plasma manquant n'était pas la preuve de lunes mortes et inertes, mais plutôt le résultat d'un événement temporaire de vent solaire, alors les lunes uraniennes pourraient en réalité être géologiquement actives. Elles pourraient produire des ions d'eau. Elles pourraient, sous leur croûte glacée, abriter de l'eau liquide. La possibilité était spéculative, mais ne pouvait être rejetée. Les 5 principales lunes d'Uranus, Miranda, Ariel, Umbriel, Titania et Oberon, sont soudainement rentrées dans la conversation comme des mondes potentiellement intéressants, dignes d'une exploration dédiée. Au début des années 2020, la communauté scientifique avait atteint un consensus clair. Nous ne comprenions pas Uranus. Notre unique survol avait été compromis par un mauvais timing. Nos observations depuis le sol ne pouvaient pas résoudre les détails nécessaires. Nos télescopes spatiaux manquaient de la sensibilité infrarouge pour pénétrer la brume de méthane et étudier l'atmosphère profonde, le système d'anneaux et l'environnement magnétique de la manière qui importait. En 2022, l'Académie nationale des sciences américaines a publié son étude décennale de sciences et d'astrobiologie planétaire pour la période 2023 à 2033. La priorité numéro 1 pour une grande mission stratégique était un orbiteur autour d'Uranus avec une sonde atmosphérique. Pas Mars, pas Europe, pas Encelade. Uranus. Cette décision n'est pas anodine. Les études décennales impliquent des centaines de scientifiques débattant pendant des années de leurs priorités collectives, soumettant des propositions, défendant des causes,
confrontant leurs arguments aux contraintes budgétaires et aux réalités de la faisabilité technique. Que la communauté planétaire mondiale se soit alignée pour placer Uranus en tête de liste après des décennies de relative indifférence témoigne d'une prise de conscience collective. Les questions posées par cette planète ne sont pas périphériques à la science planétaire. Elles sont centrales. Comprendre comment les géantes de glace fonctionnent, pourquoi leur intérieur se comporte de façon si différente des géantes gazeuses, comment leur champ magnétique peut être aussi décalé, pourquoi l'une rayonne de la chaleur et l'autre non. Ce sont des questions fondamentales pour comprendre la formation des systèmes planétaires en général. Et Uranus est la seule géante de glace accessible à des missions dans un horizon de temps humain raisonnable. Le télescope qui allait tout changer a failli ne pas survivre à sa propre naissance. Le télescope spatial James Webb a passé plus de 2 décennies en développement, subi d'innombrables dépassements de budget, résisté à plusieurs menaces d'annulation et est arrivé à un prix final d'environ 10 milliards d'euros, ce qui en fait l'instrument scientifique le plus coûteux jamais construit. Initialement prévu pour un lancement en 2007, il a été retardé encore et encore, alors que les ingénieurs se débattaient avec des défis techniques sans précédent. Le miroir primaire nécessitait à lui seul une approche fondamentalement nouvelle en matière de conception de télescope spatial. À 6,5 mètres de diamètre, il était beaucoup trop grand pour rentrer dans la coiffe de n'importe quelle fusée existante en une seule pièce. Les ingénieurs l'ont donc conçu pour qu'il se plie. 18 segments hexagonaux recouverts d'une fine couche d'or se lanceraient, compressés ensemble, puis se déploieraient dans l'espace comme une fleur mécanique, chaque segment ajustant sa position avec une précision nanométrique grâce à de minuscules actionneurs sur le dos. Si même un seul segment ne se déployait pas correctement, le télescope serait handicapé. Si le pare-soleil, une membrane à 5 couches de la taille d'un court de tennis, conçu pour maintenir les instruments, à une température de fonctionnement en dessous de moins 223 degrés Celsius, ne se dépliait pas correctement, la mission entière serait perdue. Il y avait plus de 300 points de défaillance uniques lors du déploiement. 300 moments où un seul verrou coincé, un seul moteur bloqué, un seul câble mal aligné aurait pu transformer une décennie de travail en débris en orbite. Ce chiffre de 300 points de défaillance mérite qu'on s'y arrête. Chaque mission spatiale comporte des risques, mais les missions les plus complexes réduisent habituellement le nombre de séquences critiques à quelques dizaines tout au plus. Ici, les équipes d'ingénieurs avaient dénombré plus de 300 étapes, chacune devant se dérouler parfaitement, dans l'ordre, sans possibilité d'intervention humaine directe, à 1,5 million de kilomètres de la Terre. Pour mettre cela en perspective, même si chaque étape individuelle avait une probabilité de succès de 99%, la probabilité que toutes les 300 se déroulent sans accroc n'aurait été que de 5% environ. Dans les faits, chaque étape avait été testée, validée et retestée des centaines de fois sur Terre. Les équipes avaient travaillé pendant des années pour s'assurer que les mécanismes fonctionneraient dans les conditions extrêmes de l'espace. Et pourtant, jusqu'au dernier moment, personne ne pouvait en être certain. Le 25 décembre 2021, une fusée Ariane 5 a décollé du centre spatial guyanais à Kourou, en Guyane française,
emportant le télescope plié dans l'espace. Au cours des 2 semaines suivantes, le monde a regardé chaque étape de déploiement réussir. Le pare-soleil s'est déplié. Le miroir secondaire s'est mis en place. Les segments du miroir primaire se sont dépliés et verrouillés. Les ingénieurs du Space Telescope Science Institute à Baltimore ont commencé le processus de plusieurs mois d'alignement des miroirs et de refroidissement des instruments à leur température de fonctionnement. À l'été 2022, le télescope spatial James Webb était pleinement opérationnel et livrait ses premières images. Pour comprendre pourquoi Webb allait transformer notre compréhension d'Uranus spécifiquement, il faut comprendre ce qui rend ce télescope différent de ses prédécesseurs. La distinction la plus importante est la longueur d'onde. Le télescope spatial Hubble observe principalement dans la lumière visible et le proche ultraviolet les mêmes longueurs d'onde que l'œil humain peut détecter, plus un peu au-delà. Webb a été conçu depuis le début comme un observatoire infrarouge. Ces instruments sont optimisés pour détecter la lumière à des longueurs d'onde allant d'environ 0,6 à 28 micromètres, profondément dans le spectre infrarouge, bien au-delà de ce que les yeux humains ou les caméras de Hubble peuvent voir. Cela est d'une importance énorme pour la science planétaire, parce que différentes longueurs d'onde révèlent des choses différentes. La lumière visible vous montre le sommet de la brume de méthane sur Uranus et pas grand-chose d'autre. La lumière infrarouge à des longueurs d'onde soigneusement choisies peut pénétrer cette brume, révélant des structures nuageuses, des systèmes de tempête, des variations de température et des signatures chimiques cachées en dessous. Certaines longueurs d'onde infrarouges sont absorbées par le méthane, tandis que d'autres passent à travers avec une absorption minimale, permettant aux scientifiques de trancher efficacement à travers l'atmosphère couche par couche, construisant une image tridimensionnelle de ce qui se passe à différentes altitudes. Le revêtement d'or sur les segments du miroir n'est pas décoratif. L'or est un réflecteur exceptionnellement efficace de la lumière infrarouge. L'aluminium, qui recouvre le miroir de Hubble, fonctionne bien pour les longueurs d'onde visibles, mais réfléchit moins efficacement la lumière infrarouge. Chaque choix de conception sur Webb, du revêtement du miroir au pare-soleil en passant par la température de fonctionnement des instruments, a été fait pour maximiser la sensibilité infrarouge. Le télescope fonctionne à environ moins 233 degrés Celsius, à seulement 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Hubble orbite autour de la Terre à une altitude d'environ 550 km et passe alternativement dans l'ombre de la Terre toutes les 90 minutes. Webb orbite autour du Soleil au deuxième point de Lagrange, une position gravitationnellement stable à environ 1,5 million de kilomètres de la Terre. À cette position, le Soleil, la Terre et la Lune sont toujours du même côté du télescope, permettant au pare-soleil de bloquer simultanément les 3 sources de chaleur, tandis que les instruments côté froid fixent l'espace profond sans interruption. Webb peut observer une cible en continu bien plus longtemps que Hubble ne l'a jamais pu. Et cette capacité s'est avérée critique pour étudier une planète en rotation rapide comme Uranus. Webb embarque 4 instruments scientifiques principaux, mais 2 d'entre eux sont particulièrement pertinents pour les observations d'Uranus. La caméra proche infrarouge, connue sous le nom de NIRCam,
est l'instrument d'imagerie principal du télescope. Elle capture des images détaillées à des longueurs d'onde entre 0,6 et 5 micromètres, en utilisant une suite de filtres qui peuvent être échangés pour isoler des gammes de longueurs d'onde spécifiques. Différents filtres révèlent différentes caractéristiques atmosphériques. Le deuxième instrument essentiel est le spectrographe proche infrarouge, ou NIRSPEC. Plutôt que de produire des images, NIRSPEC divise la lumière entrante en ses longueurs d'onde composantes, créant un spectre qui révèle les empreintes chimiques de tout ce que le télescope observe. Chaque atome et molécule absorbe et émet de la lumière à des longueurs d'onde caractéristiques. En lisant le spectre, les scientifiques peuvent identifier quels produits chimiques sont présents, mesurer les températures et déterminer les conditions physiques à différentes altitudes dans une atmosphère. NIRSPEC dispose d'un mode particulièrement puissant appelé l'unité de champ intégrale, qui peut prendre des spectres simultanément sur un champ de vision bidimensionnel. Cela signifie qu'il peut cartographier les propriétés chimiques et thermiques d'un objet étendu comme une planète, produisant non pas un seul spectre, mais une carte spatiale de spectres sur l'ensemble du disque visible. Le 6 février 2023, Webb a tourné NIRCam vers Uranus pour la première fois. Le télescope était à environ 2,9 milliards de kilomètres de la planète au moment de l'observation. L'équipe d'imagerie a utilisé 2 filtres opérant à 1,4 et 3 micromètres respectivement. L'exposition était relativement courte, un compromis nécessaire parce que Uranus tourne une fois toutes les 17 heures et 14 minutes. Cette vitesse de rotation signifie que les caractéristiques atmosphériques et les lunes se déplacent de manière visible en quelques minutes. Une longue exposition aurait estompé ces caractéristiques entraînées floues. L'équipe devait capturer un instantané net, ce qui limitait la quantité de lumière pouvant être collectée. Même avec cette contrainte, le résultat était époustouflant. L'image a révélé le système d'anneaux d'Uranus avec une clarté qu'aucun observatoire terrestre ou spatial n'avait jamais atteinte à distance. Les anneaux d'Uranus ne ressemblent en rien à ceux de Saturne. Le système d'anneaux iconique de Saturne est large, brillant et composé principalement de particules de glace d'eau, allant de la taille d'un grain de sucre à celle d'un immeuble de plusieurs étages. Ces particules réfléchissent brillamment la lumière du Soleil, rendant les anneaux de Saturne visibles à travers même un modeste télescope de jardin. Les anneaux d'Uranus existent dans une catégorie entièrement différente. Ils sont étroits, sombres et composés de particules qui ne réfléchissent que quelques pourcents de la lumière qui les frappe. Dans l'infrarouge, cependant, les particules des anneaux émettent un rayonnement thermique et diffusent la lumière infrarouge de manière qui les rendent détectables par les instruments sensibles de Webb. L'image aux 2 filtres de février 2023 a montré les anneaux principaux brillant contre l'obscurité de l'espace, encerclant le disque bleu pâle de la planète dans un motif qui communiquait immédiatement l'inclinaison extrême. Parce qu'Uranus est tellement incliné sur le côté et parce que les anneaux orbitent autour de l'équateur de la planète, le système d'anneaux est apparu presque face à nous dans l'image Webb. Mais les anneaux n'étaient pas la seule révélation. L'image a également montré une région brillante proéminente du côté ensoleillé de la planète, la calotte polaire nord. Cette caractéristique avait été observée auparavant par Hubble,
une zone brillante associée au pôle actuellement incliné vers le Soleil. La vue infrarouge de Webb a révélé de nouveaux détails dans cette calotte polaire, y compris un éclaircissement subtil très proche du pôle lui-même qui n'avait pas été clairement résolu auparavant. Au bord de la calotte, une caractéristique nuageuse brillante se distinguait nettement. Une deuxième nuage, très brillant, est apparu du côté opposé de la planète. Ce n'étaient pas des caractéristiques statiques. Elles étaient la preuve d'une météo active, des processus convectifs propulsant du matériau vers le haut à travers l'atmosphère pour créer des sommets de nuages visibles à des altitudes où l'atmosphère environnante est relativement claire. 6 des 28 lunes connues d'Uranus étaient également visibles dans l'image initiale, apparaissant comme de minuscules points brillants disséminés autour de la planète et de ses anneaux. Plus tard, en 2023, Webb est retourné vers Uranus avec une observation plus complète, utilisant des filtres NIRCam supplémentaires à plusieurs longueurs d'onde. La couverture spectrale élargie a permis aux scientifiques de sonder différentes couches atmosphériques simultanément, construisant un portrait plus détaillé que l'image initiale à 2 filtres ne pouvait fournir. La calotte polaire nord a été capturée avec plus de clarté, révélant non seulement la calotte intérieure blanche brillante, mais aussi une bande sombre courant le long du bord inférieur de la calotte à des latitudes plus basses. L'observation élargie a également résolu simultanément pour la première fois, depuis tout observatoire distant, les anneaux connus les plus externes et les plus internes de la planète. La détection la plus significative des anneaux était l'anneau Zeta, l'anneau extrêmement faible et diffus le plus proche de la planète. L'anneau Zeta avait été provisoirement identifié dans les données de Voyager 2, mais jamais clairement imagé depuis la Terre ou depuis des télescopes spatiaux avant Webb. La sensibilité de Webb dans l'infrarouge était suffisante pour résoudre cette structure fantomatique, la tirant de l'obscurité pour la première fois. La version grand champ de l'observation de fin 2023 était également impressionnante. Elle a capturé 14 des 27 lunes connues d'Uranus dans un seul champ depuis les grandes lunes classiques, Titania et Oberon, jusqu'aux petits satellites intérieurs orbitant parmi les anneaux. L'image a également révélé une diffusion de galaxies d'arrière-plan bien au-delà du système uranien, un rappel que même en observant une cible dans notre propre système solaire, la sensibilité extraordinaire de Webb capte la lumière d'objets situés à des milliards d'années-lumière dans le même champ de vision. La perspective infrarouge fournie par Webb n'était pas simplement une image plus jolie. Elle représentait une façon fondamentalement différente de voir la planète. Dans la lumière visible, Uranus apparaît comme une sphère presque uniforme bleu-vert parce que le méthane dans l'atmosphère supérieure absorbe les longueurs d'onde rouges et oranges, tout en renvoyant la lumière bleue vers l'observateur. Cette couche de méthane agit comme une couverture, obscurcissant tout en dessous. Dans le proche infrarouge, différentes longueurs d'onde interagissent différemment avec le méthane. Certaines longueurs d'onde infrarouges sont fortement absorbées par le méthane, ce qui signifie que la lumière à ces longueurs d'onde ne peut pas s'échapper des profondeurs de l'atmosphère. D'autres longueurs d'onde infrarouges traversent le méthane avec une absorption minimale, permettant à la lumière des couches nuageuses plus profondes de s'échapper.
Pensez-y comme éclairer différentes couleurs de lampes de poche à travers un gâteau en couche. Une couleur est absorbée par le glaçage en surface et rebondit immédiatement, ne montrant que la surface. Une autre couleur passe directement à travers le glaçage et se réfléchit sur la couche en dessous, révélant une structure cachée sous le revêtement. Une troisième couleur pénètre encore plus profondément, rebondissant sur la couche inférieure avant de revenir à votre œil. En faisant défiler ces différentes couleurs et en notant ce qui revient de chacune, vous pouvez reconstruire la structure interne du gâteau sans jamais le couper. Le système de filtre de Webb fait précisément cela, avec les longueurs d'onde infrarouges et l'atmosphère riche en méthane d'Uranus. Ces observations d'imagerie ont établi une ligne de base critique. Elles ont montré à quoi ressemble Uranus dans l'infrarouge à ce moment particulier de son cycle saisonnier, alors que la planète approche du solstice d'été boréal attendu autour de 2028. Les futures observations Webb prises à des mois ou des années d'intervalle peuvent être comparées à ces images initiales pour suivre comment la calotte polaire évolue, si les tempêtes augmentent ou diminuent en fréquence, et comment l'apparence du système d'anneaux change avec le changement de la géométrie d'observation. Mais les observations d'imagerie, aussi transformatrices qu'elles aient été, avaient une limitation fondamentale. Elles montraient à quoi la planète ressemble. Elles révélaient des structures, des caractéristiques et des détails, des anneaux avec une clarté sans précédent. Mais elles ne pouvaient pas expliquer ce qui se passait au niveau moléculaire et atomique dans l'atmosphère supérieure. Elles ne pouvaient pas mesurer les températures à des altitudes spécifiques. Elles ne pouvaient pas cartographier l'ionosphère où les particules chargées interagissent avec le champ magnétique. Pour ces mesures, les scientifiques avaient besoin d'un instrument différent et d'une stratégie d'observation différente. Il fallait pointer le spectrographe vers Uranus et l'observer pendant des heures, suivant la planète à travers presque une rotation complète, capturant les fins signatures infrarouges d'ions brillants haut au-dessus des nuages dans une région de l'atmosphère où le champ magnétique de la planète rencontre le vent solaire. Le 19 janvier 2025, le télescope spatial James Webb a commencé une observation soutenue d'Uranus qui durerait 15,4 heures. Ce n'était pas un instantané rapide comme les observations d'imagerie de 2023. C'était un regard marathon, regardant la planète tourner presque complètement, capturant chaque changement dans la faible lueur infrarouge émanant des confins les plus élevés de son atmosphère. L'observation a été conçue et dirigée par Henrik Melin de l'Université de Northumbria au Royaume-Uni. L'instrument de choix était NIRSpec, le spectrographe proche infrarouge fonctionnant dans son mode d'unité de champ intégrale, qui permettait à l'équipe de recueillir des spectres simultanément sur un champ de vision bidimensionnel. La combinaison de filtres et de réseaux choisis couvrait des longueurs d'onde entre 2,87 et 5,14 micromètres. Cette fenêtre spectrale a été choisie pour une raison très spécifique. Cachée dans cette gamme de lumière infrarouge se trouve la feinte signature d'émission d'une molécule qui allait débloquer les secrets de l'atmosphère supérieure d'Uranus. H3+. H3+ est un ion moléculaire composé de 3 atomes d'hydrogène partageant 2 électrons. Il se forme
lorsque l'hydrogène moléculaire est ionisé par le rayonnement ultraviolet solaire ou par des particules énergétiques acheminées le long des lignes de force magnétique. Une fois créé, H3+ émet un rayonnement infrarouge à des longueurs d'onde caractéristiques. Cette émission est faible, incroyablement faible, mais elle contient des informations encodées sur la température, la densité et la distribution des ions dans la région où elle existe. H3+ a d'abord été détecté astronomiquement dans l'atmosphère de Jupiter en 1989. Sur Uranus, il avait été détecté auparavant depuis des télescopes au sol, mais seulement comme un signal moyen réparti sur l'ensemble du disque. Personne n'avait jamais cartographié sa distribution sur la planète en détail. Personne n'avait jamais mesuré comment ses propriétés changeaient avec l'altitude. Personne n'avait jamais regardé son évolution au cours d'un jour uranien complet. L'observation de janvier 2025 était conçue pour faire les trois pour la première fois. L'équipe a utilisé un schéma cyclique en 5 points pour capturer des observations au limbe de la planète, le bord courbe, où l'atmosphère s'étend au-dessus du disque visible contre le noir de l'espace. En observant au limbe, plutôt qu'en regardant directement vers le centre du disque, les scientifiques peuvent séparer la lumière provenant de différentes altitudes. Au limbe, la ligne de visée traverse l'atmosphère à un angle raide et les émissions des altitudes les plus élevées sont géométriquement séparées des émissions plus basses. Cette technique a permis à l'équipe de construire des profils verticaux, des mesures de température et de densité d'ions en fonction de l'altitude au-dessus des nuages, s'étendant jusqu'à 5000 km au-dessus de la surface visible de la planète. 20 observations individuelles ont été prises au cours de la fenêtre de 15 heures, suivant la planète alors qu'elle tournait et présentait différentes longitudes au télescope. La cadence de ces observations a été soigneusement planifiée. Alors qu'Uranus tournait sur son axe, différentes tranches de l'atmosphère de la planète pivotaient en vue. Les longitudes qui étaient du côté opposé de la planète au début de l'observation se sont balancées vers le télescope des heures plus tard. En espaçant les 20 observations sur l'ensemble de la fenêtre de 15 heures, l'équipe s'est assurée que presque toutes les longitudes de la planète étaient capturées à un moment donné au cours de la séquence. Ceci est important parce que le champ magnétique, qui est incliné et décalé par rapport à l'axe de rotation, crée des conditions ionosphériques différentes, à différentes longitudes. Certaines longitudes sont près des pôles magnétiques, où les particules chargées se canalisent le long des lignes de champ et produisent une émission aurorale. D'autres longitudes sont loin des pôles magnétiques, où les conditions ionosphériques sont plus calmes. Sans observer une rotation complète, l'équipe n'aurait vu qu'une image partielle, manquant potentiellement les bandes aurorales entièrement si elles se trouvaient du côté opposé de la planète pendant une observation plus courte. L'auteur principal de l'étude résultante, publiée dans la revue Geophysical Research Letters en février 2026, était Patra Tranti, une doctorante à l'université de Northumbria. Tranti et ses collègues ont traité les données NIRSpec pour extraire les spectres d'émission H, plus de différentes positions spatiales sur la planète et à différentes altitudes de limbe. Ce qu'ils ont trouvé était une révélation. Les profils de température montraient que l'ionosphère n'est pas du tout uniforme.
les températures ont culminé dans une couche entre 3000 et 4000 km au-dessus des nuages. En dessous de cette altitude, les températures étaient plus basses. Au-dessus, elles diminuaient à nouveau. Cette structure thermique verticale avait été prédite par certains modèles théoriques, mais n'avait jamais été confirmée par l'observation sur aucune planète géante glacée. Les températures maximales impliquaient que de l'énergie était déposée dans l'atmosphère supérieure à des altitudes spécifiques, probablement par des interactions entre la magnétosphère et le vent solaire, la précipitation de particules le long des lignes de force magnétique ou le chauffage par des ondes venant d'en bas. Les mesures de densité d'ions étaient tout aussi révélatrices et, à certains égards, plus surprenantes. Les densités H3+, ont culminé à une altitude plus basse, près de 1000 km au-dessus des nuages. La densité maximale atteignait des valeurs significativement inférieures à ce que les modèles théoriques unidimensionnels de l'ionosphère uranienne avaient prédit. Les modèles construits à partir de principes de base et calibrés à l'aide des données limitées disponibles de Voyager 2 et des observations au sol attendaient des concentrations d'ions plus élevées à ces altitudes. La divergence signifiait que quelque chose n'allait pas avec les modèles, soit dans leurs hypothèses sur l'entrée d'énergie dans l'ionosphère, soit dans les taux de réaction chimique qui créent et détruisent H3+, soit dans les processus de transport qui déplacent les ions. Mais la distribution spatiale de l'émission H3+, sur le disque de la planète, est là où se trouvaient les vraies surprises. 2 bandes brillantes d'émissions aurorales ont été détectées, concentrées près des pôles magnétiques de la planète. Sur Terre, les aurores se forment en anneaux autour des pôles magnétiques, alors que les particules chargées provenant du vent solaire spiralent le long des lignes de force magnétique et entrent en collision avec les molécules atmosphériques en les faisant briller. Jupiter a de brillantes aurores visibles dans l'ultraviolet et l'infrarouge. Saturne a ses propres ovales auroraux. Mais les aurores d'Uranus sont différentes de toutes ces aurores, façonnées par une géométrie de champs magnétiques qui n'existe nulle part ailleurs dans le système solaire. Rappelons que le champ magnétique uranien est incliné de près de 60 degrés par rapport à l'axe de rotation de la planète et décalé du centre de la planète d'environ 1/3 du rayon planétaire. Tandis qu'Uranus tourne toutes les 17 heures, ce champ magnétique déséquilibré balaie l'espace, alternativement en s'ouvrant et se fermant au vent solaire en fonction de l'orientation. Les zones aurorales ne sont pas dans de beaux anneaux autour des pôles géographiques comme sur Terre. Au lieu de cela, elles balaient la surface de la planète dans des motifs complexes, en constante évolution dictée par l'interaction entre la direction du vent solaire et l'orientation instantanée de l'axe magnétique incliné. Au cours d'un seul jour uranien, les régions aurorales migrent de manière significative en latitude et en longitude. Aucune autre planète ne connaît ce type de géographie aurorale en évolution rapide. Pour bien comprendre à quel point cette géométrie est singulière, considérons ce qui se passerait si l'on pouvait se tenir à la surface d'Uranus, dans une combinaison spatiale imaginaire, et regarder le ciel nocturne au cours d'un seul jour uranien de 17 heures. Les aurores que l'on verrait ne resteraient pas sagement accrochées au-dessus des pôles, comme les aurores boréales, au-dessus du nord de la Finlande ou de la Norvège. Elles se déplaceraient.
Au fil des heures, à mesure que la planète tourne et que l'axe magnétique incliné balaie de nouvelles orientations par rapport au vent solaire, les arcs lumineux rampent vers des latitudes différentes, parfois proches de l'équateur, parfois plongeant vers des régions de la planète qu'on ne qualifierait même pas de polaires. La planète entière peut être traversée par des aurores selon l'orientation instantanée du champ. Ce spectacle, si jamais des yeux humains pouvaient le contempler, serait incomparable avec tout ce que nos ancêtres ont décrit dans les cieux terrestres. Même les aurores boréales les plus intenses, observées depuis les côtes bretonnes ou les sommets pyrénéens lors des pics d'activité solaire, les observations JWST ont capturé cette complexité directement. Les deux bandes d'émissions brillantes sont apparues à des plages de longitude spécifiques. Ces positions correspondent aux régions proches des pôles magnétiques, confirmant que les émissions aurorales sont magnétiquement contrôlées. Mais l'observation a également révélé quelque chose d'inattendu entre les deux bandes brillantes. Dans une plage de longitude spécifique, il y avait une déplétion distincte à la fois dans l'émission H3+, et dans la densité d'ions. Ce n'était pas un évanouissement progressif, c'était une région définie où l'ionosphère semblait s'assombrir et s'amincir, comme si quelque chose supprimait la production d'ions ou accélérait la perte d'ions dans cette zone spécifique. L'équipe a interprété cette zone de déplétion comme étant liée à la topologie du champ magnétique dans les régions où les lignes de champ magnétique passent de configuration fermée, où elles bouclent de retour vers la planète, à des configurations ouvertes, où elles s'étendent vers l'extérieur dans la queue magnétique et se connectent au vent solaire. Les lignes de champ fermées peuvent piéger les particules chargées et les canaliser dans l'atmosphère, entraînant une émission aurorale. Les lignes de champ ouvertes permettent aux particules de s'échapper, réduisant la densité ionique locale. Un phénomène similaire a été observé à Jupiter, où des régions polaires sombres dans l'aurore ultraviolette correspondent à des zones de topologie de champ magnétique ouvertes. Le fait qu'une caractéristique analogue apparaisse à Uranus, malgré sa géométrie de champ magnétique radicalement différente, suggère que certains processus magnétosphériques peuvent être universels parmi les planètes magnétisées, même lorsque les configurations de champs sous-jacentes diffèrent énormément. Mais peut-être la constatation la plus inquiétante de l'observation de janvier 2025 n'était pas une nouvelle découverte du tout. C'était la confirmation et l'extension d'une tendance que les scientifiques suivaient avec une inquiétude croissante depuis plus de 3 décennies. L'atmosphère supérieure d'Uranus se refroidit. Elle s'est refroidie régulièrement depuis au moins le début des années 1990, quand des observations infrarouges depuis des télescopes au sol ont d'abord mesuré la température de la couche d'émission H3+. Chaque mesure ultérieure au fil des années trouvait la température un peu plus basse que la précédente. L'observation JWST a enregistré une température atmosphérique supérieure moyenne d'environ 426 Kelvin, soit environ 150 degrés Celsius. C'était inférieur à toute valeur précédemment publiée. La tendance au refroidissement est déconcertante parce que personne n'a d'explication convaincante. L'atmosphère supérieure d'une planète géante est chauffée par plusieurs mécanismes. Le rayonnement ultraviolet solaire dépose de l'énergie directement dans la thermosphère.
les particules chargées, précipitant le long des lignes de force magnétique, livrent de l'énergie cinétique qui chauffe le gaz. Les ondes de gravité se propageant vers le haut depuis l'atmosphère plus profonde peuvent se briser et déposer de l'énergie à haute altitude, tout comme les vagues océaniques déferlant sur une plage transfèrent de l'énergie au rivage. Sur Jupiter et Saturne, ces mécanismes combinés produisent des températures dans la thermosphère qui sont en réalité beaucoup plus élevées que ce que seul le chauffage solaire peut expliquer. Une divergence connue sous le nom de crise énergétique des planètes géantes. Uranus a sa propre version de cette crise, mais à l'envers. Au lieu d'être inopinément chaude, son atmosphère supérieure devient inopinément froide. Pour apprécier à quel point ce refroidissement est singulier, il faut considérer le contexte plus large. Depuis les années 1990, les astronomes ont mesuré la température du gaz dans la haute atmosphère d'Uranus lors de plusieurs campagnes d'observation. Chaque nouvelle mesure donnait un résultat inférieur à la précédente. Ce n'était pas de légères fluctuations autour d'une valeur moyenne, mais une tendance orientée dans une seule direction, vers le bas, sur plusieurs décennies. À la lumière de ce que nous savons maintenant grâce à Webb, la courbe de refroidissement s'est poursuivie sans relâche. 426 Kelvin. C'est le chiffre que les instruments de Webb ont mesuré en janvier 2025. Un chiffre plus bas que tout ce qui avait été enregistré auparavant. Et personne ne sait pourquoi. La comparaison avec Neptune rend le mystère plus net. Neptune est souvent décrite comme le quasi-jumeau d'Uranus. Les deux planètes ont des masses similaires, des diamètres similaires et des compositions atmosphériques similaires. Elles orbitent toutes les deux dans les confins froids du système solaire extérieur. Pourtant, leur comportement thermique ne pourrait pas être plus différent. L'atmosphère supérieure de Neptune est chaude. Elle rayonne une chaleur interne substantielle en excès. Sa météo est violemment active avec des vitesses de vent dépassant 2000 km/h, les plus rapides mesurées sur n'importe quelle planète. L'atmosphère supérieure d'Uranus est froide et se refroidit. Elle rayonne presque pas de chaleur interne excessive. Sa météo, bien que plus active que ce que Voyager 2 suggérait, est modérée par rapport à celle de Neptune. Le même type de planète de base, dans la même région de base du système solaire, produit des résultats thermiques opposés. La mesure du refroidissement par JWST a ajouté un nouveau point de données à la courbe de refroidissement et a confirmé que la tendance est en cours, mais elle n'a pas expliqué le mécanisme. L'observation était un diagnostic, pas une solution. Elle a dit aux scientifiques précisément quelle est la température maintenant à différentes altitudes et longitudes sur la planète. Elle leur a donné la carte thermique la plus détaillée de l'ionosphère uranienne jamais produite. Mais la question fondamentale, pourquoi la 7e planète se refroidit-elle, est restée sans réponse. La combinaison de résultats de l'observation de janvier 2025 équivalait au portrait le plus détaillé de l'atmosphère supérieure d'Uranus et de l'interaction magnétosphérique jamais obtenue. Des profils de température verticaux révélant un pic thermique distinct, des densités ioniques significativement inférieures à ce que prédisaient les modèles. Deux bandes aurorales façonnées par le champ magnétique, décalées et inclinées. Une mystérieuse zone de déplétion entre les bandes liées à la topologie magnétique.
et la confirmation d'une tendance au refroidissement de plusieurs décennies sans cause établie. Chacun de ces résultats aurait représenté individuellement une avancée significative. Ensemble, ils constituaient un changement de paradigme. Les résultats démontraient également quelque chose d'important sur la technique d'observation elle-même. Les télescopes au sol avaient détecté l'émission H3+ d'Uranus auparavant, mais seulement sous forme de moyennes intégrées. Seul JWST, avec sa combinaison de sensibilité infrarouge, de résolution spectrale, de cartographie spatiale via l'unité de champ intégrale et la capacité d'observer en continu depuis l'orbite thermiquement stable du deuxième point de Lagrange pendant 15 heures d'affilée, aurait pu produire cet ensemble de données. L'observation était uniquement rendue possible par ce télescope. Aucune autre installation actuellement en existence ne pouvait la reproduire. Tranti a résumé la signification plus large du travail en notant que révéler la structure verticale d'Uranus en de tels détails aidait les scientifiques à comprendre le bilan énergétique des géantes de glace. Cette compréhension, a-t-elle souligné, s'étend au-delà de notre propre système solaire. Les planètes de la taille des géantes de glace semblent être parmi les types de mondes les plus courants de la galaxie sur la base des études d'exoplanètes. Pourtant, Uranus et Neptune sont les seules géantes de glace que nous pouvons étudier de près. Chaque détail appris sur le fonctionnement de leurs atmosphères, sur la façon dont leurs champs magnétiques interagissent avec le vent solaire et sur la façon dont l'énergie circule dans leurs couches supérieures, fournit des vérités de terrain qui peuvent être appliquées à l'interprétation des atmosphères des exoplanètes de type géantes de glace observées dans des systèmes stellaires lointains. Ce que JWST a découvert à Uranus ne concerne pas seulement une planète. Il s'agit de comprendre toute une classe de mondes qui semble dominer les populations planétaires à travers la Voie lactée. Chaque découverte que le télescope spatial James Webb a faite sur Uranus mène à la même conclusion inconfortable. Nous ne comprenons pas cette planète, pas de la façon dont nous comprenons Jupiter, dont l'atmosphère a été étudiée par des sondes en orbite pendant des décennies, pas de la façon dont nous comprenons Saturne, dont les anneaux et les lunes ont été cartographiés de manière exhaustive par la mission Cassini au cours de 13 ans. Uranus occupe une catégorie unique dans la science planétaire. C'est un monde où chaque nouvelle donnée semble approfondir le mystère plutôt que le résoudre. Commençons par l'intérieur. Tout dans le comportement d'Uranus, sa faible production de chaleur, son bizarre champ magnétique, sa dynamique atmosphérique, son refroidissement inexpliqué, tout cela remonte à ce qui se passe sous les nuages dans un royaume qu'aucun instrument n'a jamais directement échantillonné. Le modèle standard de l'intérieur d'Uranus divise la planète en 3 couches larges. Au centre se trouve un noyau dense, composé principalement de roches et de fer, d'environ la moitié de la masse de la Terre. Entourant le noyau se trouve un manteau épais de fluide chaud et dense, composé d'eau, de méthane et d'ammoniac sous des pressions extrêmes. Au-dessus du manteau se trouve l'enveloppe gazeuse d'hydrogène, d'hélium et de traces de méthane qui constituent l'atmosphère visible. Ce tableau en 3 couches est raisonnable compte tenu de ce que nous savons, mais les détails sont profondément incertains et les conditions à l'intérieur du manteau repoussent les limites de ce que la physique de laboratoire peut reproduire.
À des profondeurs de quelques milliers de kilomètres sous les nuages, les pressions dépassent plusieurs centaines de milliers de fois la pression atmosphérique au niveau de la mer sur Terre. Les températures montent à plusieurs milliers de degrés. Dans ces conditions, l'eau, le méthane et l'ammoniac qui composent le manteau ne se comportent pas comme des substances familières. L'eau peut entrer dans un état superionique, un état de la matière dans lequel les atomes d'oxygène se verrouillent dans un réseau cristallin, tandis que les atomes d'hydrogène s'écoulent librement à travers lui comme un liquide portant une charge électrique. Cette eau superionique est simultanément un solide et un liquide, un état de la matière qui avait été théoriquement prédit dans les années 1980 et expérimentalement confirmé dans des expériences de laboratoire en 2019. Si de grandes régions du manteau uranien existent dans cette phase superionique, elles seraient électriquement conductrices, capables de porter les courants qui génèrent le champ magnétique. Le méthane dans le manteau fait face à des transformations tout aussi exotiques. Sous une pression suffisante, les molécules de méthane se décomposent, libérant leurs atomes de carbone. Ces atomes de carbone libérés soumis à des pressions écrasantes et à des températures élevées pourraient théoriquement se comprimer en diamants. C'est l'origine de l'hypothèse de la pluie de diamants, l'une des idées les plus frappantes de la science planétaire. Des expériences de laboratoire utilisant une compression par choc laser ont démontré que le méthane se décompose bien et forme des structures carbonées semblables aux diamants à des pressions comparables à celles à l'intérieur des intérieurs des géantes de glace. Si la pluie de diamants se produit à l'intérieur d'Uranus, les diamants s'enfonceront lentement dans le fluide environnant, tombant vers le noyau et libérant de l'énergie gravitationnelle sous forme de chaleur. Si ce processus fonctionne, il constituerait une source de chaleur analogue à la pluie d'hélium qui se produirait à l'intérieur de Saturne. L'anomalie la plus frappante implique la chaleur. Jupiter rayonne environ 1,7 fois plus d'énergie qu'il n'en reçoit du Soleil. Saturne rayonne environ 1,88 fois son apport solaire. Neptune, malgré sa distance plus grande du Soleil, rayonne environ 2,6 fois ce qu'il absorbe. Uranus brise complètement ce schéma. Voyager 2 a mesuré l'émission thermique de la planète et n'a trouvé aucun excès de chaleur statistiquement significatif au-dessus de ce que la planète reçoit du Soleil. Pour une planète géante qui s'est formée il y a 4 milliards et demi d'années et devrait encore rayonner la chaleur résiduelle de sa formation, c'est profondément étrange. Où est passée toute cette énergie primordiale? L'hypothèse principale invoque l'impact catastrophique qui a incliné la planète sur le côté. Une collision suffisamment violente pour faire basculer une planète de 14,5 fois la masse de la Terre à un angle d'inclinaison axiale de près de 98 degrés aurait déposé une énergie énorme dans l'intérieur. Mais la question critique est ce qui s'est passé ensuite. Une possibilité est que l'impact ait créé une stratification stable dans l'intérieur. La matière glacée lourde a coulé vers le bas, tandis que la matière légère riche en hydrogène a flotté vers le haut, créant un gradient de densité qui supprime la convection à grande échelle. Sans convection, la chaleur des profondeurs de l'intérieur ne peut pas être efficacement transportée vers la surface. Elle est piégée, enfermée sous une barrière isolante, s'échappant si lentement
qu'elle est indétectable. Si cette hypothèse de stratification est correcte, Uranus est une planète avec un fourneau secret enfoui en profondeur. Toujours chaude, toujours maintenant l'énergie de sa formation, mais scellée de la surface par la structure même que l'ancien impact a créée. Cela expliquerait le flux de chaleur négligeable mesuré par Voyager 2. Cela pourrait également expliquer le champ magnétique particulier. Si l'intérieur profond d'Uranus est stratifié de manière stable et si la convection est supprimée dans la majeure partie du manteau, alors la dynamo doit fonctionner dans une région différente. Peut-être une fine coquille de fluide, conducteur à une profondeur intermédiaire où les conditions permettent encore le mouvement convectif. Une dynamo en coquille mince produit naturellement le type de champ magnétique que Voyager 2 a observé, incliné, décalé et multipolaire, parce que la géométrie de la convection dans une fine coquille est fondamentalement différente de la convection dans une couche fluide épaisse et profonde. Le champ magnétique d'Uranus peut être l'expression en surface d'un intérieur qui a été remodelé par la violence il y a des milliards d'années et qui ne s'en est jamais complètement remis. Les lunes uraniennes ajoutent une autre dimension d'intrigue. Dans les dernières années, la découverte d'océans sous-superficiels sur des lunes à travers le système solaire extérieur a transformé notre compréhension des endroits où l'eau liquide peut exister. Europe, sous sa coque glacée fissurée, abrite un océan global d'eau liquide en contact avec un fond rocheux. Encelade projette des geysers de vapeur d'eau dans l'espace depuis sa région polaire sud, alimentée par une mer sous-superficielle. Même Titan, la plus grande lune de Saturne, est censée avoir un profond océan d'eau sous-superficiel sous sa surface riche en hydrocarbures. Que le chauffage par effet de marée fonctionne suffisamment fortement sur les lunes uraniennes pour maintenir des océans sous-superficiels est un domaine de recherche théorique actif. Les dynamiques orbitales du système uranien sont différentes de celles de Jupiter et Saturne, et les taux de chauffage peuvent être plus faibles. Mais ils ne sont pas nécessairement nuls. Certains modèles suggèrent qu'Ariel et Miranda, les lunes les plus proches d'Uranus et les plus soumises aux forces de marée, pourraient raisonnablement abriter de minces océans sous-superficiels ou des poches d'eau liquide sous leur croûte glacée. Si confirmé, cela placerait Uranus dans la même conversation que Jupiter et Saturne, lorsqu'il s'agit de la recherche d'environnements habitables dans le système solaire extérieur. La planète se rapproche actuellement d'un moment critique de son cycle saisonnier. Le solstice d'été boréal est attendu autour de 2028. À ce moment-là, le pôle Nord sera incliné le plus directement vers le Soleil, et l'hémisphère Sud sera dans les profondeurs de son long hiver décennal. Les observations de Hubble, couvrant environ 20 ans, ont suivi l'éclaircissement progressif de la brume du pôle Nord, avec l'augmentation de l'ensoleillement entraînant des processus photochimiques et d'aérosols aux hautes latitudes septentrionales. JWST a capturé cet éclaircissement avec une clarté et un détail spectral sans précédent. La planète a été dernièrement au solstice d'été boréal vers 1944, quand le télescope le plus puissant disponible était le réflecteur de 2,5 mètres à l'observatoire du mont Wilson en France, et que l'astronomie infrarouge n'existait pas encore comme discipline. Le dernier équinoxe a eu lieu en 2007,
et les observations autour de cette période ont révélé une météo inopinément active. Ce qui se passe alors que la planète dépasse le solstice et entre dans l'équinoxe suivant dans les décennies à venir est inconnu. Si la calotte polaire va se faner, si de nouveaux schémas météorologiques vont émerger, si la tendance au refroidissement atmosphérique va s'inverser ou s'accélérer, ce sont des questions auxquelles on ne peut répondre qu'à travers des observations soutenues sur de nombreuses années. C'est là que la valeur de JWST s'étend au-delà de toute observation unique. Chaque fois que le télescope observe Uranus, il ajoute un autre point de données à une chronologie qui finira par couvrir des fractions significatives du cycle saisonnier de la planète. Si JWST fonctionne pendant sa durée de vie minimale planifiée de 10 ans, et potentiellement bien plus longtemps, étant donné que ses réserves de carburant au lancement étaient suffisantes pour environ 20 ans de maintien en station, il pourrait observer Uranus depuis l'approche du solstice jusqu'au début du long déclin vers l'automne. L'orbiteur et sonde Uranus proposé étendrait considérablement cette capacité. Le concept de mission, tel que décrit dans l'étude décennale de 2022, prévoit un engin spatial qui voyagerait vers Uranus, entrerait en orbite et étudierait la planète et son système pendant plusieurs années. Une sonde atmosphérique serait libérée pour descendre dans les couches nuageuses, mesurant directement la composition, la pression, la température et les vitesses du vent à différentes profondeurs. Cette sonde résoudrait des questions fondamentales sur la composition en vrac de la planète. Quel est le rapport hydrogène sur hélium? Quelle quantité d'eau est présente sous les nuages? Quelles sont les abondances des éléments plus lourds? L'orbiteur cartographierait le champ gravitationnel pour déterminer le profil de densité interne. Il embarquerait un magnétomètre pour mesurer le champ magnétique à courte portée sur de longues périodes. Il effectuerait des survols répétés rapprochés des principales lunes, mesurant leur champ gravitationnel pour déterminer si des océans sous-superficiels existent, imaginerait leur surface à des résolutions des centaines de fois meilleures que tout ce qui est disponible depuis la Terre et rechercherait des signes d'activité géologique. Il étudierait le système d'anneaux de près. Il faut prendre conscience de ce que représenterait une telle mission pour la science planétaire. Nous parlons d'un engin spatial qui passerait plusieurs années à tourner autour d'Uranus, à quelques milliers de kilomètres des nuages, capable d'observer des tempêtes se former et se dissoudre en temps réel, de mesurer directement les particules chargées dans la magnétosphère, de photographier les surfaces de Lune que nous n'avons entrevues qu'une seule fois et brièvement. Cassini a passé 13 ans en orbite autour de Saturne et a fondamentalement transformé notre compréhension des planètes géantes. Il a découvert les geysers d'Encelade, cartographié l'intérieur de Titan, observé des centaines d'aurores, mesuré la durée exacte du jour saturnien. Un orbiteur uranien ferait de même pour la géante de glace la plus négligée du système solaire. Il transformerait notre compréhension non pas d'un seul monde, mais de toute une classe de planètes. Et il le ferait au moment précis où Webb, depuis sa position distante, a déjà commencé à révéler que ce monde mérite bien mieux que l'indifférence dont il a été l'objet pendant 4 décennies. La fenêtre de lancement la plus précoce prévue pour une telle mission serait au début des années 2030.
en utilisant une assistance gravitationnelle de Jupiter pour réduire le temps de voyage vers Uranus. La géométrie de cette trajectoire est dictée par la mécanique céleste. Pour atteindre Uranus efficacement, un engin spatial doit d'abord voler vers Jupiter et utiliser l'énorme gravité de la planète géante pour accélérer et rediriger son chemin vers le système solaire extérieur. Même avec cette assistance, le temps de trajet total du lancement à l'arrivée serait d'environ 13 ans, plaçant l'engin spatial en orbite autour d'Uranus vers le milieu des années 2040. 13 ans, c'est long pour maintenir un engin spatial en vie, alimenté et fonctionnel. Chaque composant électronique, chaque actionneur mécanique, chaque instrument doit survivre à plus d'une décennie de rayonnement de l'espace profond, de froid extrême et de dégradation lente qui affectent tout le matériel au fil du temps. L'engin spatial aurait besoin d'un générateur thermoélectrique à radioisotope pour l'alimentation parce que les panneaux solaires sont presque inutiles à la distance d'Uranus du Soleil. La lumière du Soleil à Uranus est environ 400 fois plus faible qu'à la Terre. La communication présente un autre défi. À la distance d'Uranus, les signaux radio voyageant à la vitesse de la lumière mettent environ 2h40 dans chaque direction. Les commandes envoyées depuis le contrôle de mission n'arriveraient pas à l'engin spatial avant près de 3 heures, et la confirmation de l'exécution prendrait encore 3 heures pour revenir. Les contraintes budgétaires, les priorités concurrentes et la politique complexe des grandes missions spatiales créent une incertitude significative quant à savoir si ce calendrier sera respecté. C'est la tension fondamentale dans la science uranienne. La planète change en temps réel, approchant d'un moment saisonnier qui ne se produit qu'une fois, tous les 84 ans. Les scientifiques ont l'instrument de télédétection le plus puissant jamais construit, braqué sur lui et produisant des découvertes qui réécrivent les manuels scolaires. Mais les questions les plus profondes sur la structure interne, la génération du champ magnétique, l'habitabilité des lunes et la composition atmosphérique sous les nuages ne peuvent pas être répondues depuis presque 3 milliards de kilomètres. Elles nécessitent une mission dédiée qui pourrait ne pas arriver avant 2 décennies ou plus. Il y a quelque chose de profondément humiliant dans l'état de nos connaissances sur Uranus. Ce n'est pas une galaxie lointaine ou un pulsar exotique aux confins de l'univers observable. C'est une planète orbitant la même étoile que nous voyons chaque matin. Elle partage un système solaire avec la Terre. Elle s'est formée à partir du même disque de gaz et de poussière, s'est coagulée sous les mêmes lois physiques et orbite autour du Soleil depuis 4 milliards d'années, un quart de l'âge de l'univers lui-même. Et pourtant, nous la comprenons moins bien que nous comprenons des étoiles à des centaines d'années-lumière. Nous avons cartographié les surfaces de galaxies à des milliards d'années-lumière de distance, avec plus de détails que nous n'avons cartographié l'atmosphère d'un monde dans notre propre voisinage planétaire. Cette disparité n'est pas le résultat d'un manque d'effort ou d'intérêt. C'est une conséquence de la distance, du timing et des limitations pratiques de l'exploration. Le système solaire extérieur est loin d'une façon que l'intuition humaine peine à saisir. Lorsque Voyager 2 a quitté la Terre en 1977, il lui a fallu presque 9 ans pour atteindre Uranus, voyageant à des vitesses dépassant 55 000 km/h.
La lumière elle-même prend plus de 2 heures et demie pour faire le voyage. Envoyer un signal radio depuis le centre de contrôle à un engin spatial à Uranus et attendre la confirmation que la commande a été reçue prend plus de 5 heures pour l'aller-retour. Et pourtant, ce que Webb a révélé en seulement quelques années d'observation a fondamentalement changé la conversation sur Uranus. Avant Webb, la géante de glace était largement considérée comme la planète la moins intéressante du système solaire. Un monde qui avait été adéquatement caractérisé par Voyager 2. Après Webb, ce point de vue est intenable. La planète qui semblait sans caractéristiques dans la lumière visible s'avère être un monde dynamique de tempêtes brillantes, de calottes polaires évolutives, de structures d'anneaux complexes et de manifestations aurorales façonnées par le champ magnétique géométriquement le plus complexe de toute planète que nous connaissons. Son atmosphère supérieure se refroidit pour des raisons que personne ne peut expliquer. Son ionosphère est structurée de façon que les modèles existants n'ont pas prédite. Son champ magnétique peint des aurores dans le ciel, dans des motifs changeants, qui n'ont d'analogue nulle part ailleurs dans le système solaire. Ces découvertes comptent au-delà d'Uranus elle-même. Les études d'exoplanètes, en particulier les données du télescope spatial Kepler et des programmes de vitesse radiale au sol, ont révélé que les mondes de la taille des géantes de glace, des planètes avec des masses entre environ 10 et 20 fois celles de la Terre, sont parmi les types de planètes les plus courantes de la Voie lactée. Ils semblent être plus nombreux que les géantes gazeuses, comme Jupiter et Saturne, ainsi que les petits mondes rocheux comme la Terre et Mars. Certaines estimations suggèrent que les planètes de masse similaire aux géantes de glace peuvent être la catégorie la plus répandue de planètes dans la galaxie, orbitant autour de milliards d'étoiles dans tous les types d'environnements stellaires. Pensez à ce que cela signifie concrètement. Partout dans notre galaxie, autour d'étoiles de tout type, des planètes comme Uranus et Neptune tournent dans l'obscurité. Certaines sont proches de leur étoile et brûlantes. D'autres sont distantes et glaciales. Certaines possèdent peut-être des champs magnétiques aussi contournés que celui d'Uranus. D'autres rayonnent peut-être une chaleur interne intense, comme Neptune. Les astronomes détectent ces planètes à des milliers d'années-lumière, grâce aux infimes variations de luminosité qu'elles causent en passant devant leur étoile, ou par le très léger recul qu'elles impriment à leur soleil. Mais les détecter est une chose, les comprendre en est une autre. Pour interpréter les signaux que ces planètes lointaines envoient à nos télescopes, il faut des modèles. Il faut comprendre comment fonctionne l'atmosphère d'une géante de glace, comment elle répond au rayonnement de son étoile, comment son champ magnétique influence sa haute atmosphère, pourquoi certaines retiennent leur chaleur interne et d'autres non. Et pour construire ces modèles, il faut des exemples concrets. Il faut pouvoir regarder de près, comparer les prédictions aux observations, corriger les théories là où elles échouent. Uranus et Neptune sont les seuls exemples de géantes de glace à notre portée. Tout ce que Webb apprend sur Uranus enrichit directement notre capacité à comprendre des milliards de planètes similaires à travers l'univers. Pourtant, les seules géantes de glace que nous pouvons étudier en détail sont Uranus et Neptune, deux planètes dans notre propre système solaire que nous comprenons moins bien que presque toute autre classe d'objets astronomiques. Chaque information gagnée grâce aux observations J,
JWST d'Uranus fournit un modèle pour interpréter les spectres atmosphériques des exoplanètes de type géantes de glace en orbite autour d'étoiles distantes. Lorsque les astronomes utilisent Webb ou de futurs télescopes pour analyser les atmosphères d'exoplanètes en transit dans la gamme de masse des géantes de glace, ils auront besoin de comprendre à quoi ressemblent les atmosphères des géantes de glace, comment elles sont structurées et comment leurs propriétés changent avec la température, la composition et l'environnement magnétique. Uranus et Neptune sont les seuls points de calibration disponibles. Comment l'énergie circule-t-elle à travers une atmosphère de géantes de glace? Quel rôle la géométrie du champ magnétique joue-t-elle dans la formation de la structure atmosphérique supérieure? Comment les variations saisonnières à des échelles de temps extrêmes affectent-elles la formation de nuages et la chimie atmosphérique? Qu'est-ce qui détermine si une géante de glace rayonne l'excès de chaleur interne comme Neptune ou le supprime comme Uranus? Ce sont des questions ayant des implications pour chaque géante de glace orbitant chaque étoile dans la galaxie, et Uranus est le laboratoire le plus proche que nous ayons pour les étudier. L'histoire d'Uranus et du télescope spatial James Webb n'est pas une histoire avec une conclusion nette. C'est une histoire sur le début de la compréhension. Pendant 240 ans, depuis la découverte accidentelle par Herschel en 1781 jusqu'au début des années 2020, Uranus était un monde défini par ce que nous ne savions pas. JWST a commencé à remplir certains de ces blancs, remplaçant l'ignorance par des données, remplaçant les hypothèses par des mesures, remplaçant le mythe d'une planète ennuyeuse par la réalité d'un monde complexe, dynamique et véritablement mystérieux. Mais chaque blanc rempli révèle 10 autres derrière lui. L'intérieur de la planète reste non échantillonné. Son cycle saisonnier complet reste non observé. Ses lunes restent inexplorées. Son champ magnétique reste incomplètement cartographié. La cause de son refroidissement atmosphérique reste inconnue. Il y a quelque chose de particulièrement frappant dans la chronologie de cette ignorance. Les humains ont construit des cathédrales, traversé des océans, inventé l'imprimerie, mené des révolutions, créé la physique quantique et marché sur la Lune. Tout cela pendant les 240 ans qui séparent la découverte d'Uranus par Herschel des premières images de Webb. Pendant toute cette période, la 7e planète de notre propre système solaire continuait de tourner en silence à 3 milliards de kilomètres, cachant ses tempêtes, ses aurores et ses anneaux derrière un voile que nous n'avions pas encore les instruments pour percer. 240 ans de civilisation humaine accumulée, et nous ne savions pas à quoi ressemblait vraiment cette planète. C'est une leçon d'humilité que l'univers nous offre régulièrement et que nous aurions intérêt à ne pas oublier. JWST nous a montré qu'Uranus n'est pas le monde silencieux et sans caractéristiques que nous avons supposé pendant des décennies. C'est une planète de saisons extrêmes, de géométrie magnétique impossible, de refroidissement inexpliqué et de dynamique atmosphérique que nous commençons seulement à observer. Ces anneaux brillent dans l'infrarouge. Ces aurores se décalent et dansent sur la surface, dans des schémas dictés par un champ magnétique qui défie l'explication simple. Son ionosphère est stratifiée et structurée de façon qui défie les modèles construits pour la décrire. Et quelque part dans ses profondeurs,
scellée sous des milliards de tonnes de glace comprimée et de fluide, une dynamo tourne dans une fine coquille, générant un champ magnétique différent de tout autre dans le système solaire connu, alimenté par des processus que nous ne pouvons pas observer directement et que nous ne comprenons pas entièrement. Le système solaire extérieur n'a pas fini de nous surprendre. Les mystères les plus profonds de l'univers ne sont pas toujours les plus éloignés. Parfois, ils orbitent la même étoile que nous voyons chaque matin. Ils se cachent en pleine vue, à la limite de la visibilité à l'œil nu, attendant le bon instrument et le bon moment pour révéler ce qu'ils ont dissimulé pendant des milliards d'années. Uranus a attendu patiemment à travers des siècles de négligence. Maintenant, enfin, nous avons commencé à regarder. Et ce que nous avons trouvé, ce ne sont pas des réponses, mais de meilleures questions, des énigmes plus profondes et un sens renouvelé de l'émerveillement devant un monde que nous pensions connaître et que nous n'avons jamais vraiment connu. Nous avons à peine commencé à regarder, et la géante de glace commence seulement à nous montrer ce qu'elle recèle. Dans les décennies à venir, si la mission orbitale se concrétise, si une sonde plonge enfin dans ces nuages, et si Webb continue d'observer ces saisons se dérouler une par une, nous commencerons peut-être à comprendre pourquoi cette planète si proche, si ancienne, si présente dans notre propre voisinage cosmique, a pu rester aussi profondément mystérieuse pendant aussi longtemps. Et cette compréhension, quand elle viendra, changera notre façon de voir non seulement Uranus, mais toutes les planètes semblables qui tournent autour de milliards d'étoiles à travers la galaxie.